Au sommaire de cette édition religion, l'archevêque Kassida Zito, porte-parole national de la Commission nationale des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, lance un message fort à tout le corps du Christ dans le cadre de la journée nationale de la paix. Actualité internationale au Mali, le virus Ebola, le Mali tente de juguler toute nouvelle contamination. Toujours le virus Ebola en Sierra Leone, sans aide, les villages s'organisent à leur manière. Sport, football, CAN 2015, réaction à la décision de la CAF de disqualifier le Maroc. Madame et Monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information que nous ouvrons par la religion. L'archevêque Kassida Zito, porte-parole national de la Commission nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, a lancé un message très fort à tout le corps du Christ dans le cadre de la journée nationale de la paix, un moment saisi par son église pour un culte d'action de grâce de la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes. Nous l'écoutons au micro de Inès Kounyambali. Encore une fois, je voudrais dire merci à toute la Côte d'Ivoire et surtout à la grande famille ecclésiastique. Je vais parler de l'église de Côte d'Ivoire. Voyez-vous que le 15 novembre, c'est un samedi. Alors, ce samedi, c'est la journée de la paix. Nous organisons donc à cette occasion une rencontre solennelle à Azito. Bien évidemment, Azito, c'est le siège de la mission dont je suis le fondateur. Nous devons trouver nécessaire de nous retrouver là pour prier pour la Côte d'Ivoire. Mais cette rencontre a deux volets. D'abord, venir dire merci à Dieu. Il y a l'action que j'appelle l'action de grâce, ou si vous voulez, la fête de moisson, où tout chrétien viendra dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. C'est vrai que l'année n'est pas finie, mais encore, dans 2 mois, nous allons finir l'année. Alors nous invitons tout le monde à venir à ce grand programme qui aura lieu donc le samedi, avec un grand moment de prière pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation, et aussi un moment où chacun viendra être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui. Nous restons toujours en religion, parlant cette fois-ci de Oint pour vaincre, la plateforme incontournable des hommes de Dieu pour permettant d'édifier tout le corps du Christ tous les mercredis à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, 220 logements à l'initiative de la Commission nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Ce mercredi dernier, il était essentiellement question de la mobilisation pour le plus grand rassemblement ecclésiastique de cette fin d'année, à savoir le grand programme du 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny afin de prier pour la nation. À cet effet, des enseignements orientés sur la mobilisation ont été donnés par le général, le révérend Makosso Camille, et particulièrement ce mercredi, le pasteur Bakayoko Moïse, avocat général, a instruit le peuple sur l'identité du chrétien. Il faut dans la vie, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de défi. Au faux prophète de Baal, Élie n'a pas parlé en langue. Élie est passé à la démonstration de puissance et par le défi. Prouve-moi que tu es Dieu. Amen. Remarquez combien de fois Élie était serein. Parce qu'il sait que si Dieu garde son nom, ce n'est pas le problème d'Élie. La vie de Sarepta est toujours là, je peux aller manger. C'est ton nom qui est gardé. Mes parents me regardent, mes amis me regardent, les païens me regardent. Si tu ne me bénis pas, c'est pas moi qui aurai honte, c'est toi qui aurai honte. Car on dira, où est son Dieu? Le ministère de la Puissance de l'Évangile, en abrégé MPE Bethel, a organisé un moment d'impactation prophétique avec un thème qui accompagnait ce programme. Ce thème était « Ton ennemi sera ton griot », thème exploité par le prophète Nathanaël Kofi. L'homme de Dieu a démontré par la suite la puissance de la manifestation du Saint-Esprit avec des actions prophétiques. Suivons ensemble. Ton ennemi sera ton griot, tel est le thème exploité et décortiqué ce samedi 8 novembre 2014 au ministère de la Puissance de l'Évangile, en abrégé MPE, dirigé par le révérend Eric Oyou. Le programme dénommé Espace Impact Prophétique, tempête de prière présenté par le dit ministère, a rassemblé plusieurs fidèles pour un véritable moment de communion et de prière intense. Loin de l'Éternel, le prophète des nations, Nathanaël Kofi, orateur principal de ce moment d'impactation, a nourri spirituellement le peuple avec un message fort, s'appuyant sur le thème « Ton ennemi sera ton griot ». Mais de prime abord, le groupe EDN a plongé le peuple dans un moment de louange et d'adoration.
Le prophète Nathanaël est allé en eau profonde pour sortir les mystères de la parole, s'appuyant sur le livre de Esther, chapitre 5, verset 9. Je veux que tu fasses partie, dans ces derniers temps, de la génération des personnes qui se distinguent des autres. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. On porte le même costume, on peut porter la même jupe rouge, on peut porter le même boubou. Mais mon ami, avec le même boubou, la même jupe rouge qu'on a portée, je ne suis pas pareil à toi. Parce que j'ai une vie de consécration. J'ai une vie au-delà de toi. C'est ça le problème. Le monde a besoin de ceux qui marquent la différence. Le monde a besoin de ceux qui savent payer le prix. Le monde a besoin de ceux qui sont bourrés d'expérience, remplis de témoignages. Tu as quoi nous dire? Selon lui, ton ennemi est un instrument utilisé pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. J'ai entendu certaines personnes dire souvent, mais Dieu est avec moi, pourquoi j'ai tant d'ennemis? Jésus est mort à la croix pour moi, il a tout accompli, pourquoi j'ai des ennemis? Je veux te dire ce soir, ton ennemi est ton compagnon de route jusqu'à ta résurrection. Le prophète Nathanaël, conduit par le Saint-Esprit, a rendu le ministère par des actions prophétiques démontrant la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. De cette nuit à minuit 00, prends ton balai et balai en déclarant des paroles. La Bible dit c'est le balai de la destruction. Ce programme de prière intense s'est achevé par des moments de proclamation. Et ce sont des fidèles heureux, bénis et fortifiés qui sont retournés chez eux. Que Dieu vous bénisse. Actualité internationale à présent, comme annoncé dans les titres, parlons du virus Ebola au Mali. Le Mali luttait le mercredi dernier pour endiguer toute propagation du virus Ebola après 2 décès dus au virus dans une clinique de Bamako, la capitale, au moment où le pays croyait avoir circoncis une première contagion. Le Mali connaît ainsi son second cas de maladie à virus Ebola. Alors que les soins lui étaient administrés, l'agent de santé âgé de 25 ans est malheureusement décédé le mardi 11 novembre 2014. Toutes les dispositions sont prises pour identifier les personnes ayant eu un contact avec le défunt. Les locaux de la clinique privée qu'il a prise en charge ainsi que le domicile du patient ont été totalement désinfectés et mis en observation. Le gouvernement informe le public que les services de santé, avec l'appui des partenaires, sont à pied d'œuvre pour éviter toute propagation du virus à partir de ces cas liés à un cas importé de la Guinée. Il y a une grosse équipe nationale qui est déployée, qui est en train d'identifier l'ensemble des contacts au niveau de la clinique Pasteur et l'ensemble des contacts dans l'ensemble des familles qu'on a identifiées jusque-là, et du côté de l'infirmier et du côté du vieux, parce qu'on a identifié des personnes qui ont rendu visite aux vieux. Parlons à présent de la Sierra Leone, toujours concernant le virus Ebola. À 3 heures de route au nord-est de Freetown, le district de Port-Loko est à son tour tourmenté par le virus Ebola qui touche cet endroit. Dans un hameau du district à Akibala, 31 km ont succombé. Plusieurs personnes, les restants aussi, s'aménagent à leur façon pour lutter contre ce fléau. Ces 5 enfants sont orphelins. Leurs familles sont mortes d'Ebola. Depuis, ils sont ici à Lokomasama, à 3 heures de Freetown. Ils sont ici au seul dispensaire du coin pour être surveillés. À côté d'eux, Momo, il vient de perdre ses 2 femmes et ses enfants. Il ne se sent pas bien. Le docteur Amara, comme il est surnommé ici, s'occupe d'eux.
vérifient leur température et qu'ils ne présentent pas d'autres symptômes. Quand ils arrivent, nous discutons avec eux pour voir de quoi ils souffrent et pour voir s'ils remplissent les critères de la maladie. Parce que tous les cas suspects doivent présenter certains symptômes. De la fièvre, ils doivent avoir voyagé, ou d'autres symptômes comme la diarrhée, des nausées ou le mal de tête. À quelques kilomètres de là, Kikbal, un hameau de 200 personnes, 31 ont succombé au virus. La route principale divisait ici le monde des vivants de celui des morts et condamnés. À côté des habitants des maisons vides, celles de personnes contaminées, tout est brûlé à l'intérieur et la maison est laissée à l'abandon. J'ai perdu mon mari et mon bébé, ils sont morts. Zaina a été malade mais a survécu. Aujourd'hui, elle est immunisée et peut s'occuper des orphelins. Dans ce district de ports locaux, les habitants font tout pour éviter la propagation de la maladie. Faute d'hôpitaux à proximité, les communautés construisent des centres d'accueil pour isoler les malades d'Ebola le temps de les tester. Ces villages sont à 1 heure de route des hôpitaux et de la première ambulance, une distance très difficile à gérer pour le chef du district. C'est ça le plus difficile et nous n'avons pas d'ambulance. C'est pour cela qu'il nous faut ce centre d'accueil. Et après, je suis sûr qu'on aura une ambulance et une équipe de fossoyeurs. Ce centre pourra accueillir plus de 90 personnes. Il devrait ouvrir dès la semaine prochaine. Dans ces zones rurales du pays, les chefs jouent un rôle important pour sensibiliser la population. Des mesures très strictes ont été adoptées pour s'assurer du respect des règles. 100 $ d'amende pour avoir serré une main, 200 $ et 6 mois de prison pour un enterrement clandestin. Des règles strictes mais nécessaires pour bloquer de nouvelles contaminations. Le président du Sénégal, nommé émissaire de la CEDEAO, est arrivé le mardi dernier, 11 novembre 2014, au Burkina Faso à Ouagadougou pour faciliter la sortie des crises que connaît ce pays où l'armée est censée rendre le pouvoir aux civils. Et je suis certain qu'en discutant avec le lieutenant-colonel Dida de l'État, ainsi que toutes les composantes, nous arriverons aujourd'hui à certainement valider la charte. Une fois qu'elle est validée, le reste va aller naturellement très vite. Et j'ai espoir que certainement dans les jours à venir, dans les heures et les jours à venir, le choix consensuel pourra être fait pour ce qui concerne le président de la transition ainsi que toutes les autres personnalités qui devront être trouvées. Au Nigeria, à présent, une cinquantaine d'adolescents ont été tués dans un attentat le lundi dernier 10 novembre 2014 commis dans un lycée par une personne déguisée, un kamikaze, déguisé en collégien dans le nord-est du Nigeria, une attaque attribuée au groupe islamiste Boko Haram. Toujours au Nigeria, le président Jonathan Goodluck a annoncé le mardi dernier à Abuja qu'il sera candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle prévue pour février 2015. C'est officiel. Goodluck Jonathan, le président du Nigeria, briguera un second mandat en février prochain. Ce docteur en zoologie de 56 ans est à la tête du pays depuis 5 ans, mais son bilan est loin de faire l'unanimité. Le nord du pays est miné par l'insurrection de Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2010. Et sa gestion de l'enlèvement de près de 300 lycéennes par le groupe islamiste a été très critiquée dans son pays comme à l'extérieur, malgré l'optimisme qu'il affiche régulièrement. Oui, l'armée nigériane est capable d'affronter et de battre Boko Haram. Boko Haram est un groupe terroriste et n'est pas une force conventionnelle. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas de problème. Nous avons des problèmes d'attaque terroriste. Donc bien sûr, si les pays voisins viennent aider, nous l'acceptons. Mais laissez-moi vous assurer, nous allons mettre définitivement fin à Boko Haram. Boko Haram est loin d'être le seul problème du président nigérian. La corruption reste endémique dans ce pays, le plus peuplé et le plus riche d'Afrique grâce au pétrole. Et ici, l'immense majorité des 170 millions d'habitants vit toujours avec moins de 1,5 $ par jour. Jonathan a aussi le handicap d'être chrétien et de venir du sud du pays. La tradition voudrait qu'il laisse la place à un musulman du nord. Malgré tout, il a de fortes chances de gagner le 14 février prochain. Pour une raison simple, au Nigeria, le parti au pouvoir est assuré de mobiliser beaucoup d'argent pour la réélection de ses élus.
La France et l'Algérie ont inauguré le lundi dernier en grande pompe une usine de Renault près d'Oran qui va désormais fabriquer la nouvelle voiture algérienne. Au-delà du symbole diplomatique de ces deux nations, cette implantation marque ainsi la volonté de l'Algérie de diversifier ainsi son économie trop concentrée sur les hydrocarbures. La France et l'Algérie ont inauguré lundi en grande pompe une usine Renault près d'Oran dans l'ouest du pays qui va fabriquer la première voiture algérienne. Juste avant l'inauguration de l'usine, Renault avait lancé une campagne publicitaire massive en Algérie sous le slogan en arabe « Dernaha Jazaïria ». On l'a réalisée, elle est algérienne. L'usine Renault Algérie Production est détenue à 51% par l'État algérien et 49% par le constructeur français. Le constructeur a dû se plier à la législation algérienne qui interdit à un partenaire étranger de détenir plus de 49% d'une société mixte. L'usine Renault est un partenariat gagnant-gagnant, a souligné le Premier ministre algérien Abdel Malek Sellal au cours de son intervention. L'usine va produire une version de la voiture Dacia Logan sous le nom de Renault Symbole, des véhicules destinés au marché intérieur algérien, le deuxième plus grand d'Afrique, avec plus de 400 000 véhicules importés chaque année. L'usine emploie 350 personnes pour une production de 25 000 véhicules par an, qui devrait passer à 75 000 en 2019. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été convoquée le mercredi dernier par les États-Unis pour examiner les accusations qui consistent aux incursions militaires russes dans l'est de l'Ukraine. Les Nations Unies craignent le retour d'une guerre totale dans l'est de l'Ukraine. Le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence mercredi soir à la demande des États-Unis. Au cœur des discussions, les mouvements de troupes russes que les agents de l'OSCE et de l'OTAN ont observés ces derniers jours dans la région de Donetsk. Des déclarations qualifiées de mensonges et de propagande par la Russie. Un peu plus tôt, Kiev a officiellement annoncé que son armée se préparait au combat, dénonçant une menace imminente sur son territoire. Les troupes ukrainiennes vont être redéployées à l'est. 2 mois après la signature des accords de paix, les violences n'ont en fait jamais cessé. Mercredi, les affrontements autour de Donetsk ont blessé un civil et détruit plusieurs maisons. Près de 4000 personnes ont perdu la vie depuis le début du conflit. À New York, aux États-Unis, de laveurs de carreaux ont eu le mercredi dernier la peur de leur vie, suspendus dans le vide au niveau du 69e étage de la tour 1 du World Trade Center à New York avant d'être récupérés sains et saufs par les pompiers. Terminons cette édition d'information par le sport football, précisément le chapitre de la CAN 2015 avec le Maroc. Réaction à Rabat suite à la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football concernant la disqualification du Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 pour en avoir demandé le report à cause du virus Ebola. On ne va pas organiser cette compétition au détriment de la santé des citoyens marocains, et notamment avec cette épidémie qui risque de se répandre dans le pays. Je trouve que c'est une décision logique. Le Maroc est un pays touristique et si la CAN est organisée ici, les touristes risquent de ne plus venir. Les Africains doivent accepter les arguments du Maroc parce que il y a des arguments qui sont stricts et logiques à respecter. Donc on ne doit pas mettre la nation en péril pour faire plaisir à la CAN. Madame et Monsieur, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce bulletin d'information. Ici prend fin cette édition. Bonne suite de programme sur Bénin TV. Que Dieu vous bénisse.